Donc je reprends un petit peu ce que les collègues ont mentionné à l'ouverture de ce colloque, que la question qu'on aborde aujourd'hui, c'est une question scientifique peu étudiée, surtout la relation d'interconnexion et d'interindépendance entre environnement et conflits armés. Une question peu étudiée, pourtant l'enjeu est de taille. Pourquoi? Parce qu'en 2016, les guerres couvraient 11% de la surface de la Terre et touchaient directement plus de 20 pays et impactaient négativement la vie de plus d'1 milliard d'êtres humains. Donc, 11% de la surface de la Terre et 1 milliard d'êtres humains. Parmi ces pays en guerre, il y a la Syrie, en guerre depuis environ 8 ans. Un pays qui représente un exemple pour comprendre les processus de dégradation de la cohésion sociale liés à la gestion des ressources naturelles et de l'environnement avant les conflits. Un pays aussi qui représente un exemple d'observer comment le rapport qui existe entre l'homme et l'environnement change radicalement dans les conflits armés, et de voir dans quelle mesure sur les relations des sociétés humaines à leur environnement peuvent contribuer à l'invention de réponses pour la régulation des conflits et le rétablissement de la paix. Ce sont les questions sur lesquelles j'essaye de répondre dans mes travaux de recherche. Et parmi ces questions, je vais parler aujourd'hui des 3 axes suivants. Le premier axe, c'est les rapports homme-nature dans les zones de conflits armés, dont la Syrie. Deuxième axe, détruire l'environnement, une arme de guerre. Et dernier axe, c'est une nouvelle méthode que j'ai développée qui permet de calculer un indicateur de risque de dégradation de l'environnement et de suivi spatial et de gestion des risques, le système SIETG, Système d'information sur l'environnement en temps de guerre. Pour commencer, quel rapport l'homme entretient-il avec son environnement pendant une période de conflit armé? Donc je vais parler de la Syrie. Sous conditions extrêmes de manque de nourriture, de médicaments, d'eau potable et d'hygiène, la nature est devenue l'unique source pour survivre. Je vais vous montrer quelques exemples sur l'utilisation de la nature, plus précisément des plantes sauvages, dans le quotidien de la population civile en Syrie. On commence à Homs. Pour les habitants des quartiers assiégés pendant près de 2 ans, les feuilles des arbres sauvages, les arbustes et les herbes étaient la seule source de nourriture. Parmi ces plantes, la plante que vous voyez sur l'écran, c'est la vigne vierge. C'est une plante que la population locale a utilisée pour se nourrir, malgré ses effets digestifs indésirables. Ces feuilles ont été consommées car c'est une plante abondante dans la région. Et les habitants de ces régions ont trouvé une méthode de cuisson qui consiste à faire cuire les fibres des arbres longuement dans l'autocuiseur afin d'obtenir un goût acceptable. Les plantes ont été utilisées aussi comme source de médicaments. Je vais vous montrer 2 exemples. À Alep, la population est fortement exposée à la leishmaniose à cause de la dégradation des conditions d'hygiène, le manque de l'eau et la difficulté d'accès aux soins de santé. Pour faire face à cette problématique, beaucoup ont eu recours à leur savoir traditionnel de phytothérapie, comme l'utilisation des extraits latex, des feuilles et des tiges de Calotropis procera, pour cicatriser et désinfecter les lésions cutanées. Un autre exemple, à Al-Ghouta, à côté de Damas, cette fois-ci, des essais phytothérapiques ont eu lieu
pour soigner les victimes du gaz sarin, l'arme chimique qui a été utilisée dans ce quartier en 2013. Les médecins locaux ont utilisé l'Atropa belladonna, c'est une plante commune dans la région, qui contient l'atropine. L'atropine, c'est un traitement rapide contre le gaz sarin. Les essais d'extrait de l'atropine s'avéraient difficiles. L'utilisation directe de la plante sous contrôle médical a été recommandée et diffusée sur des sites Internet concernés. Les plantes sauvages comme source d'énergie. En raison des coupures d'électricité, du manque du gaz pour la cuisine et de gasoil, les habitants des régions touchées coupent les arbres afin de trouver le bois nécessaire pour cuisiner et pour se chauffer pendant l'hiver. Mais aussi, parmi les observations qu'on a vues en Syrie, c'est que les camps des réfugiés se trouvent de plus en plus au milieu de l'environnement où il y a par exemple un olivier ou autre type d'arbres. Donc en Syrie, ce qu'on a vu, c'est que pendant une période de conflit armé, la nature ou l'environnement en général a permis à l'homme de survivre, de se nourrir pendant les sièges et de trouver un refuge face à la folie de la guerre. Mais détruire l'environnement, c'est aussi une arme de guerre. Et avant de parler de la Syrie, je passe rapidement quelques exemples qu'on a vus sur l'utilisation de la destruction de l'environnement comme arme de guerre. Par exemple, le bombardement atomique à Hiroshima pendant les années 1945. On a aussi l'utilisation de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. Et plus récent encore, l'utilisation d'uranium appauvri pendant la Seconde Guerre du Golfe, les années 90. Et ce sont que quelques exemples parmi des dizaines de la destruction de l'environnement et l'utilisation de la destruction de l'environnement comme arme de guerre. Pour revenir à la Syrie, en Syrie aussi, la destruction de l'environnement a été utilisée comme arme de guerre. Par exemple, nous avons eu l'exemple des bombardements des forêts et des buissons où se cachent les unités armées. Et ici, ce que vous voyez sur les photos, c'est les forêts Al-Fruloq en Syrie et c'est les incendies qui ont eu lieu en 2013 à cause de bombardements. Ce sont ces bombardements qui causent des incendies, mais les incendies se propagent rapidement, surtout avec l'absence de toute tentative d'extinction des feux. Un autre exemple, c'est les incendies des champs de blé, et c'est toujours en Syrie, en 2012. Et l'idée, c'était de priver la population locale de nourriture. En Syrie aussi, parmi les observations que j'ai faites, c'est l'exploitation des ressources biologiques, l'exploitation illégale, bien sûr, des ressources biologiques animales et végétales a augmenté lors des conflits armés. Cette exploitation cible des espèces situées dans des aires protégées, surtout, qui ont un statut de protection particulier. Et l'exemple précis que je peux vous montrer, c'est une réserve naturelle, Jabal el-Balahas, où une exploitation intensive de ressources naturelles a eu lieu dans cette réserve naturelle et a causé la destruction irréversible du couvert végétal. Ce que vous voyez sur les images, c'est les derniers arbres de Pistachia atlantica, âgés de 1000 ans, qui ont été détruites. Un autre exemple à Idlib, cette fois-ci, où la réserve naturelle d'Idlib a été détruite. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la différence entre les années, les photos aériennes de ces forêts en 2011 et en 2014, où on voit les impacts de l'exploitation illégale des arbres de cette forêt.
mais pas que des arbres, aussi un autre exemple sur le bord de Al-Fourat, cette fois-ci. Les forêts du bord d'Al-Fourat, on voit dans cette zone l'extraction sauvage du pétrole qui entraîne une destruction totale des écosystèmes près des zones exploitées. Ce phénomène menace complètement les forêts du bord d'Al-Fourat en Syrie. Pareil, ce que vous voyez, ce sont des images Google Earth, des images satellites des années 2000 et des années 2013. Donc, vous voyez les points noirs. Ces points noirs, ce sont des puits du pétrole, d'exploitation illégale du pétrole. Et ce que vous voyez sur l'image numéro 4, ce sont des moutons blancs qui sont devenus noirs à cause de la pollution dans cette région. Et bien sûr, il y a d'autres exemples sur d'autres réserves naturelles, comme par exemple Al-Lajat, Man and Biosphère, l'unique réserve de l'homme et de biosphère en Syrie, qui est devenue une zone militaire suite à des combats acharnés en 2012 et à des bombardements à l'artillerie lourde. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la question des sources d'eau potable, comme par exemple ce que vous voyez sur l'image, c'est Ain el-Fija à Damas, qui se situe dans la région de Wadi Barada. Donc cette source, la source d'eau potable, a été bombardée et détruite en 2016 au moyen d'explosifs largués par des avions militaires sur le centre de distribution des eaux. Et suite à ce bombardement, les habitants de Damas, donc on parle de quelques millions, étaient privés de l'eau potable. Un autre exemple, c'est le barrage de Tabaqa, cette fois-ci à Raqqa, le plus grand barrage de la Syrie, s'est partiellement effondré après avoir été endommagé par les combats, et c'est en 2017. Face à la destruction de l'environnement, on pose la question, quelles sont les dispositions juridiques et réglementaires du droit international qui interdisent et limitent les actions néfastes sur l'environnement en temps de guerre. Donc, les dispositions existent, je cite quelques exemples. Le protocole 1 de Genève de 1977, la convention MOD, les directives de CICR de 1996 et finalement la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel mais aussi naturel en 1972. Donc pourquoi en fait, il y a beaucoup des études qui ont regardé pourquoi la destruction de l'environnement reste impunie. Et parmi les limites d'appliquer ces dispositions juridiques, on a la difficulté de collecte de données fiables, la difficulté de formuler un corps d'indicateurs et de critères, la nature imprévisible et incontrôlable des conflits armés. Je veux dire qu'actuellement, l'intervention des scientifiques est limitée à évaluer les dégâts dans la période post-conflit et les perspectives liées à cette problématique ont besoin d'évoluer afin d'élaborer des stratégies et des outils de surveillance et de protection active de l'environnement dans les zones de conflit armés. Actuellement, nous avons des nouvelles technologies de l'information géographique, télédétection, modélisation spatiale, qui offrent à l'heure actuelle de nouvelles potentialités pour pouvoir comprendre et analyser les observations liées aux impacts des conflits armés sur la nature, afin d'agir, bien sûr, mais aussi de préparer au mieux la période post-conflit. Ces outils
serviront aussi pour documenter en temps réel les violations et réglementations environnementales. Dans ce contexte, je propose une méthode. Cette méthode développée permet de calculer un indicateur de risque de dégradation de l'environnement et de suivi spatial et gestion de risque pour de renseigner les dégâts causés à l'environnement par les conflits armés et de créer une carte de risque dynamique. Donc, l'indice que je propose prend compte des degrés de priorité de conservation de la zone concernée par un indice de rareté, espèces menacées et surface, du niveau de risque de dégradation du site et des services écologiques que la zone offre à l'homme. Je vais détailler un peu plus ces trois indices. En fait, trois types d'indices sont calculés. Le premier type dépend du degré de priorité de conservation de l'habitat naturel, directement corrélé à la biodiversité du milieu, dans lequel on voit l'indice rareté de l'habitat naturel au niveau local. Cet indice prend sa valeur maximale à chaque fenêtre d'analyse quand l'habitat est rare. Et elle prend sa valeur minimale quand il n'y a pas d'habitat rare dans la zone concernée. Deuxième indice, S, attribue une valeur maximale à l'indice S à chaque fenêtre d'une surface si la surface est inférieure au double du minimum nécessaire pour le maintien de l'habitat. L'indice prend une valeur minimale quand la surface de l'habitat naturel est supérieure au double de minimum. Le troisième indice est la présence des espèces menacées et l'ensemble fait le premier groupe de priorité de conservation, rareté, espèces menacées et surface. Deuxième groupe des indices, c'est les risques de dégradation liés au conflit armé qui reposent sur la prise en compte de trois facteurs essentiels, spatial, temporel et effets dommageables. Dans ce groupe, on voit également trois indices. La proximité des lieux de combat. Deuxième indice, c'est l'exploitation illégale du pétrole ou des minéraux. Et le troisième, c'est l'exploitation des ressources biologiques. Pareil, chaque indice prend une valeur maximale si les conditions qui le représentent existent. Troisième groupe, c'est les indices des services écologiques. Donc, pareil, nous avons trois indices, ou plutôt 4 cette fois-ci. Les services de soutien de vie, les services de régulation, les services de prélèvement et d'approvisionnement et les services socio-culturels qui regroupent l'emploi, les études scientifiques et éducatives, les loisirs, paysages et cadres de vie, l'esthétique et la spiritualité. L'ensemble des indices est regroupé par la proximité spatiale, mais aussi par un indice T du temps qui représente le temps. L'indice T reproche de 0 quand les effets dommageables sont occasionnels et prend une valeur maximale de 1 quand les effets dommageables affectent le site plus de 100 jours. Cette étude ou cet indice a été appliqué sur la Syrie. Donc, ce que vous voyez sur l'écran, c'est l'indice de la priorité de conservation, ICP. L'indice de la priorité de conservation a été calculé à partir de trois indices rareté, surface et espèces menacées, en considérant que les zones de réserve naturelle en Syrie sont des habitats naturels rares qui contiennent des espèces menacées. Pareil pour la surface minimale de chaque habitat et finalement les espèces menacées. Deuxième groupe d'indices a été appliqué sur la Syrie, c'est l'indice de risque de dégradation, ID. L'indice de risque de dégradation a été calculé à partir de trois indices, pareil, la proximité des zones de combat
et la proximité des lieux d'exploitation illégale du pétrole et la proximité des lieux d'exploitation illégale biologique. Et comme vous pouvez voir, on a pu distinguer plusieurs zones où nous avons un indice de dégradation plus fort que les autres. Des indices, l'indice des services écologiques, pareil, a été identifié selon les différents indices dont je vous ai présenté tout à l'heure, production primaire, formation du sol, cycle de nutriments. Sont des services de soutien de vie, les services de régulation et les services de prélèvement et d'approvisionnement, et finalement les services socio-culturels. Et là, comme on peut voir sur la carte, pareil, on a pu distinguer plusieurs zones où l'environnement offre des services écologiques à l'homme plus que les autres. À partir de ces trois indices, j'ai calculé l'indice du suivi ou dégradation de l'environnement pour obtenir une carte de risque de la dégradation de l'environnement dans une zone de conflit armé qui est la Syrie. Et là aussi, vous pouvez voir qu'on a pu hiérarchiser les zones de la Syrie selon le degré de la dégradation de l'environnement et de l'importance de l'environnement. Pour conclure cette étude, on peut dire que dans les zones de conflit armé, la vie de l'homme, surtout en Syrie, ce que j'ai observé en Syrie, la vie de l'homme devient plus étroitement liée à la nature. De ce fait, la protection de la nature devient une nécessité dans ces zones, dans la mesure de protéger les ressources ou les services qu'elle offre à l'homme à long terme. Les conséquences de conflits armés sur la nature considérées comme secondaires par rapport à l'urgence de paix et de sauvegarder des vies humaines, mais il ne faut pas oublier que ce sont des conséquences plus meurtrières parfois que les conflits armés eux-mêmes et que les dégâts sont irréversibles et les générations suivantes doivent vivre dans une nature détruite. Il ne faut pas oublier non plus qu'une gestion équitable et durable de la nature contribue d'une manière considérable à réduire le nombre des conflits armés dans le monde. Merci pour votre attention.